Selon des chiffres publiés par l'organisation Viso, 200 000 femmes seraient victimes en Israël de violences conjugales et environ un demi-million d'enfants seraient chez eux témoins de ces violences. En 2018, 6 488 femmes ont trouvé refuge dans les 113 centres de prise en charge présents sur le territoire israélien. L'ouverture de nouveaux foyers est prévue dans les prochaines années, avec notamment un nouveau foyer à Tel Aviv. Miklat en hébreu signifie tout simplement refuge. Quand on parle de Miklat en Israël, on pense plus particulièrement aux abris antimissiles dont sont équipés chaque maison, chaque appartement en Israël et dans lesquels les Israéliens se réfugient en cas d'alerte à la bombe. Mais le Miklat, le refuge, par extension comme en français, désigne aussi ces abris dans lesquels les femmes victimes de violences conjugales se réfugient. Alors en parlant avec Kerenka qui donne naissance au personnage principal du roman de la mariée de Tel Aviv, j'ai appris qu'il y avait deux types de miklat. Il y avait un premier type de miklat dont l'adresse était tenue secrète, où les femmes étaient recueillies avec leurs enfants et dont elles pouvaient sortir librement. Ce miklat évidemment est gardé par des hommes armés. Et puis il existe un deuxième type de miklat dont l'adresse est tenue secrète, lui aussi gardé par des hommes armés, mais dont les femmes n'ont pas le droit de sortir. Donc elles sont en quelque sorte des recluses volontaires à l'intérieur de ce miklat, et elles attendent tout simplement le délibéré d'un jugement, elles attendent l'incarcération d'un mari violent, et donc pendant toute cette attente, elles sont dans ce miklat avec leurs enfants. Elles attendent. En 2019, 13 femmes ont été assassinées en Israël, par leurs conjoints ou des membres de leur famille. Isaac Becker, saviez-vous au moment d'écrire La mariée de Tel Aviv que vous touchiez à un problème de plus en plus sensible, en France comme en Israël? Non, j'ignorais totalement. Comme j'ignorais d'ailleurs aussi qu'il y avait une recrudescence de violences conjugales. Ce qui m'a plu quand j'ai rencontré Kerenka, c'est d'autres choses. D'abord, c'est son caractère, c'est sa détermination, le fait que ça soit une jeune fille issue du Maroc qui parte comme ça de Fès, qui prenne l'avion, qui se rende dans une ville qu'elle ne connaît pas du tout. Donc ça m'a intéressé. Et puis d'autres thématiques aussi, la thématique de la manipulation, la thématique du mensonge dont elle va être victime en arrivant dans ce pays-là. Ça, c'est des thématiques dès le départ qui m'ont plu. La violence conjugale en soi, je l'ai découverte en m'en entretenant avec elle, mais ce n'était pas quelque chose qui, à la base, me passionnait. Elisabeth Cardona, 53 ans, poignardée à mort par son conjoint, décédée le 28 mars 2018 à Tel Aviv. Myriam Shalom, 62 ans, tuée par son mari à Modi'in, dans le centre d'Israël, le 28 septembre 2018. Aliza Safek, 51 ans, poignardée mortellement par son mari à Natania, décédée le 11 octobre 2018. Michal Sela, poignardée par son mari dans la banlieue de Jérusalem, sous les yeux de son bébé de 8 mois, décédée le 3 octobre 2019. C'est assez frappant de voir qu'il y a certaines de ces femmes qui ont vécu des choses très similaires à la jeune femme que j'ai rencontrée, à savoir Kerenka. La violence à l'égard des femmes n'est pas seulement un problème de femmes, a déclaré la présidente d'Israël de Viso, Ora Korazim. C'est un vaste problème de société auquel le public tout entier devrait s'attaquer sans exception. Et le gouvernement doit allouer les ressources nécessaires pour le résoudre. Le problème de la violence conjugale en Israël, et qui est à l'origine des manifestations récentes et même des mouvements de grève en novembre 2019 en Israël et dans tout le pays, il se situe davantage sur l'investissement financier de l'État. C'est-à-dire que ce que demandent les manifestants, c'est qu'il y ait une prise de conscience de la part de l'État que la violence conjugale est en hausse constante, qu'elle constitue un enjeu de société majeur et qu'à ce titre, il faut investir davantage d'argent pour la juguler. Donc apparemment, d'après ce que moi j'ai compris, c'est que depuis 2017, les associations en Israël mènent un combat contre la violence conjugale, mais elles le font avec leurs propres fonds. Et ce qu'elles voudraient dorénavant, c'est le faire, c'est bénéficier de subventions de l'État pour juguler le phénomène.
Les violences contre les femmes, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, concernent toutes les populations et tous les milieux sociaux. Ces dernières années, 2 refuges pour femmes battues ultra-orthodoxes ont vu le jour en Israël. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que quand j'ai parlé avec Keren du Miklat dans lequel elle a été accueillie dans plusieurs Miklats, mais quand j'ai parlé avec elle du Miklat dans lequel elle avait été accueillie, elle m'a rapporté que les femmes qui se trouvaient là, elles venaient d'horizons géographiques et socio-économiques très différents. J'en parle dans le roman, mais il y avait parmi elles des femmes ultra-orthodoxes. Donc malheureusement, le phénomène de la violence conjugale en Israël, comme dans les autres pays, comme la France aussi, il n'est pas cantonné à une catégorie sociale précise. Malheureusement, il est répandu dans toute la société. Et en France, que pensez-vous de l'action de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations? En France, c'est un peu différent. Les mesures qui ont été envisagées il y a un mois dans le cadre du Grenelle de la violence conjugale se situent davantage sur le plan législatif. Parmi elles, il y en a une qui a retenu mon attention et qui a retenu l'attention aussi de Marlène Schiappa. C'est celle qui consisterait à priver un mari violent d'une arme à feu pour éviter l'issue fatale qu'on imagine. Sur le principe, c'est plutôt une bonne mesure. Dans les faits, je doute que ça change quelque chose. D'abord pour la raison qu'une personne qui est décidée à en supprimer une autre, elle peut toujours le faire si elle est vraiment décidée, d'autant plus si elle agit sous l'impulsion de la colère. Donc je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Et dans le cadre de mon histoire, qui je le répète est inspirée d'une histoire vraie, l'issue tragique du roman n'en aurait pas été changée.